Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore mal compris, mais qui concerne sûrement un certain nombre d'entre nous, l'hypersensibilité. Cette spécificité peut être un fardeau à porter, surtout quand on n'en a pas conscience. Mais une fois qu'on en a compris le mode d'emploi, cela devient un véritable don de la nature. Une chance à la fois pour soi de réorganiser sa vie en adéquation avec cette particularité, mais peut-être aussi une chance pour la société qui aurait tout à gagner à valoriser cette vibration si spécifique aux hypersensibles. Mon invité du jour, parfois dans la lune, souvent à fleur de peau, s'est découvert hypersensible tardivement à 42 ans. Auteur d'un nouveau livre, Suis-je hypersensible ? Il a mené une enquête sur le sujet en interrogeant des scientifiques, des anthropologues et des philosophes, mais aussi en questionnant son propre rapport à l'hypersensibilité. Vous aurez reconnu évidemment Fabrice Midal, que j'ai la joie de recevoir à nouveau dans Métamorphose. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter cet épisode, un peu de prise de conscience de ton hypersensibilité, je le disais en introduction, qui arrivait un peu sur le tard, ou quelque chose, à un moment donné, a tilté dans ton esprit véritablement ? J'ai été à un congrès aux États-Unis sur la méditation, et pendant le dîner, il y a un neuroscientifique qui me dit « Est-ce que vous n'êtes pas hypersensible ?» Et moi, ça ne me plaisait pas du tout, parce que je me sens pas, j'avais peur un peu, enfin j'étais un peu gêné de l'idée encore un truc dans une case et tout. Mais il a commencé à m'expliquer et ça a été une révélation. Et surtout parce que d'un seul coup, c'était pas mettre dans une case, c'était mettre de la lumière sur une expérience et d'un seul coup je comprenais des tas de choses que j'avais jamais compris de ma propre existence. Donc ça a été vraiment un magnifique cadeau. Au fond, de découvrir que j'étais hypersensible parce que pour la première fois, je pouvais réussir à comprendre ce que je vivais et aussi toute ma vie. Toute ma vie depuis que j'étais enfant. Mes parents trouvaient que j'en faisais trop, qui est peut-être le mot de l'hypersensible. Ils pouvaient allumer la télévision et puis je pouvais exploser en sanglots. Alors ils trouvaient qu'ils me disaient tout le temps « mais est-ce que tu te crois sur une scène de théâtre ?» Et c'était assez brutal au fond. Mon enfance a été assez brutale et à l'école, j'étais bon quand j'avais l'enseignant, on avait un lien un peu intime, sinon je faisais rien. Donc une année, j'étais premier de la classe dans une matière, l'année suivante dans une autre matière, personne ne comprenait rien, moi non plus du reste. Et là, d'un seul coup, hypersensible, j'ai commencé à comprendre, ah oui, c'est pour ça. Et ça a été... Ça a beaucoup éclairé de choses de mon existence. Et depuis oui, on est beaucoup plus en paix une fois qu'on a compris qu'on est hypersensible.
Du coup, on a envie évidemment de savoir comment l'hypersensibilité se définit et qui permettra à chacune et à chacun de voir si elle ou il peut être aussi un hypersensible. Alors, je crois que être hypersensible, c'est plein de phénomènes différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, ça éclaire quelque chose. Premièrement, au niveau de la sensibilité. Est-ce qu'il y a des odeurs, on n'a qu'à poser la question aux auditrices et aux auditeurs, est-ce qu'il y a des odeurs, des lumières, des sons, des sensations qui vous dérangent, qui vous frappent, alors qu'objectivement, il n'y a rien de particulier. Par exemple, est-ce qu'il y a des odeurs que vous ne supportez pas? Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'omelette, par exemple. C'est bizarre, non? J'ai découvert, mais on n'en finit jamais. Par exemple, je me suis rendu compte, en écrivant le livre, je ne m'étais jamais rendu compte, pourtant, que je porte toujours le même type de pantalon. C'est-à-dire, quand un pantalon me plaît, j'en achète plein, et ça ne bouge pas pendant des années. Puis au bout d'un moment, ils sont usés, et je dois changer. Et c'est une souffrance de devoir changer de pantalon, parce que mon corps n'est pas de la même manière selon le pantalon que je prends. Est-ce qu'il y a des lumières que vous ne supportez pas? Est-ce qu'il y a une densité de lumière, de chaleur? Voilà, tout ce qui, au niveau du sens, à un moment, c'est trop. Et c'est tellement étrange. En plus, on est tous complètement différents. Moi, quand j'étais enfant, je ne supportais pas de dormir avec des chaussettes. Je ne supportais pas les étiquettes sur les vêtements. Je ne supportais pas la laine. Et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Donc ça, c'est au niveau de la sensation. Deuxièmement, au niveau des émotions. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont intenses, qui sont trop? Avec le paradoxe que chez l'hypersensible, il y a à la fois le souci de... Enfin, il est à la fois submergé par certaines émotions, et en même temps, les émotions, il en a besoin parce qu'il trouve que c'est vivant. Donc, il y a vraiment là... vous voyez, il y a les deux éléments en même temps. Mais disons, vivre des émotions fortes, intenses, et sentir qu'il y a quelque chose de vrai, de bon. Et puis, au niveau de l'empathie, l'hypersensible est quelqu'un qui est facilement affecté par l'état émotionnel de ses proches, de ses collègues. Vous entrez dans une pièce et vous sentez tout de suite si quelqu'un est pas bien, est de mauvais poil, ou a un problème, une difficulté. Vous ne pouvez pas vous protéger de ça. Vous le sentez. Vous le prenez des fois en pleine figure. Quatrièmement, vous souffrez de la fausseté sociale. Vous voulez être aimé, avoir des relations profondes, sincères. L'hypocrisie, le calcul social, ça ne vous parle pas du tout. Donc dans une boîte, dans une entreprise, le fait de tous les jeux de pouvoir, ça vous fatigue, vous avez envie que les choses soient sincères. Et les gens qui, par exemple, un hypersensible, si quelqu'un lui dit « Ah, faut qu'on se voit », et qui dit ça un peu comme ça, sans trop y penser, sans le penser sérieusement, ça peut vous blesser. Moi, avant d'être hypersensible, j'avais l'impression d'avoir un grave problème social, je ne comprenais pas. Avant de savoir que tu étais hypersensible, oui. Voilà, parce que l'idée de d'aller dîner chez des amis pour bavarder, j'ai jamais supporté. Si c'est pas profond et sincère, j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai des relations d'amitié fortes, mais j'ai beaucoup de mal avec le côté un peu... Moi, je crois que le misanthrope de Molière, c'est un hypersensible. C'est pas du tout quelqu'un qui est misanthrope. C'est juste qu'il supporte pas ce qu'il raconte, qu'on dise à celui qui fait des vers complètement nuls, que tout le monde lui dit que c'est bien. Il trouve que cette hypocrisie, elle détruit le sens profond de la relation. Donc j'invite à relire Le Misanthrope de Molière comme la description d'un hypersensible qui, ne sachant pas qu'il est hypersensible, est tellement malheureux. Et puis, au niveau de la créativité, comme vous voyez souvent ce que les autres ne voient pas, vous êtes créatif, vous inventez des possibilités là où les autres ne vont pas. Ça ne vous gêne pas de prendre des risques, d'essayer d'être inventif. Alors, on n'a pas besoin d'avoir tous les critères pour être hypersensible, mais voilà quelques-uns. Et alors, après, au niveau de la pensée, votre esprit va souvent dans tous les sens, les pensées se bousculent. Au lieu de faire A, puis B, puis C, puis D, vous étiez à A et vous êtes déjà à D, vous n'avez pas très bien compris comment, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est ça qui m'a convaincu chez le neuroscientifique. C'est que tous ces éléments
qui font comme une sorte de puzzle qu'on ne comprend pas, sont unitaires. Vous avez des informations qui viennent de tous les côtés, et donc par l'esprit, vous essayez de mettre en ordre la multiplicité des informations que vous avez ressenties. Et donc, des fois, vous êtes submergé parce que vous sentez plein de choses, vous voyez plein de choses. J'ai un ami qui me racontait que avant qu'il comprenne qu'il est hypersensible, il marchait dans la rue un quart d'heure et il rentrait chez lui épuisé. Il pensait vraiment qu'il avait un grave problème. Et puis en comprenant son hypersensibilité, il a compris que quand il marche dans la rue, il perçoit le mouvement de tout le monde dans la rue. Il voit à l'avance, il marche avec sa copine, que 5 minutes plus tard ou 2 minutes plus tard, elle va se cogner à quelqu'un, ou elle va devoir se bouger pour l'éviter, et ça l'épuise, voyez. Donc l'hypersensibilité perçoit plein de choses et essaye de faire des efforts pour donner du sens, comprendre, mettre tout ça en ordre. Donc là, on voit que être hypersensible, c'est cet ensemble de choses, sensations, émotions, empathie, souffrir de la fausseté sociale, créativité, et un mode de pensée particulier. Et c'est ça, et d'un seul coup, on comprend, vous voyez, c'est éclairant, on comprend, ah oui, voilà comment je pense, voilà comment je ressens, voilà le type d'émotion, et il n'y a rien de pathologique ou d'anormal, c'est juste une modalité tout à fait singulière d'être. Donc, ça, c'est peut-être le premier ordre. Voilà, il y a cette hyper. Et puis après, vous vivez comme tout était trop. Vous êtes dans une intensité qui est à la fois tellement vivante, mais parfois épuisante ou angoissante, ou qui vous fait peur. Donc après, c'est pour ça qu'il y a plein de modalités différentes d'hypersensibles. Il y a des hypersensibles qui vont se couper de leurs émotions parce que c'est trop, qui vont essayer de mettre une carapace. Il y en a d'autres qui vont au contraire s'accorder à ça, qui vont sentir à quel point ils sont vivants. Il y en a qui vont se couper des autres. Il y en a, au contraire, ils vont être dans une relation très intense avec les autres. Vous voyez, il y a plein de modalités différentes. Parce que comment on fait avec cette intensité? Et puis, l'autre point c'est une forme de central, surefficience, Fabrice? Ça peut avoir cet élément de surefficience, parce que ça, c'est le dernier point dont je voulais parler. Vous voulez être en relation. Vous voulez être reconnu, être aimé, et vous avez vécu, tout hypersensible a vécu le sentiment d'être rejeté, d'être différent. Parce que notre société, elle est fondée sur des règles qui fonctionnent sur le rejet de la sensibilité. Le modèle qu'on nous présente, c'est une forme d'efficacité abstraite, froide, technique, dans lequel on ne devrait pas avoir d'état d'âme, dans lequel on devrait être calme, on devrait gérer son stress, on devrait être efficace. Et du coup, on se sent, comme un hypersensible ne peut pas être comme cela, il a l'impression d'être différent, donc il a l'impression d'être rejeté, de ne pas aimer les mêmes choses que les autres, et donc c'est une sensation très douloureuse qui peut se manifester par justement le fait de vouloir être surefficient, de vouloir correspondre à ce que les autres veulent. Et donc là, il y a plein de choses. Vous pouvez être à la fois dans une sensation aiguë de détresse, certains même ont une sorte de déconstruction cognitive, parce que ils renoncent à être qui ils sont, et cette souffrance, oui, c'est une sorte de destruction cognitive. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, inventent leur propre chemin et osent complètement s'écouter pour se trouver eux-mêmes. Et voilà, donc il y a plein de modalités différentes qui apparaissent à partir de ce fait-là. Mais je crois que, donc il y a, pour savoir si on est hypersensible, il y a, voilà, est-ce qu'au niveau des sensations, des émotions, etc. Deuxièmement, est-ce qu'il y a le sentiment du trop et de l'intensité? Et 3, est-ce qu'il y a le fait de se sentir en décalage, rejeté, différent? Et après, peut-être le dernier point, est-ce que vous avez... Ce qui vous meut dans la vie, c'est l'harmonie, le lien, la vérité, voilà, plus que le pouvoir, la sécurité ou le confort. Vous, c'est ce qui vous avez besoin, c'est ça, c'est l'harmonie, la vérité, la sincérité. Voilà, je pense que ça, c'est des choses très importantes pour un hypersensible. Puisqu'on est dans les définitions, Fabrice, par rapport aux zèbres, typiquement, est-ce qu'on peut les mettre un peu dans la même grande catégorie ou c'est encore autre chose? Les zèbres? Non, je pense que les zèbres essayent de mentionner la même chose. Mais alors, personnellement, j'aime pas trop zèbre, mais c'est juste personnellement. J'aime bien hypersensible, parce que, par exemple... on se connaît, je trouve que tu es quelqu'un d'hyper gentil. J'ai un ami, il est hyper cool. Donc hypersensible, je trouve que c'est un mot de la vie ordinaire. C'est pas une catégorie. Zèbre, c'est simple, mais par exemple, c'est évident que
des grands, je sais pas, que Proust ou des grands écrivains sont hypersensibles. Est-ce qu'on dirait qu'ils sont des zèbres? J'aime pas, le mot me parle pas beaucoup, mais si ça parle aux gens, oui, c'est un peu la même chose. Cette faculté, on peut dire que c'est une faculté qui échappe aujourd'hui au domaine un peu de la compréhension par les outils classiques de la science et de la médecine, j'ai l'impression. Alors, au niveau de la médecine... Alors, ce qui est vraiment crucial, c'est donc quand j'ai compris ça, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais dans mon livre, j'ai vraiment essayé de faire une vraie enquête. Je trouvais que le plus embêtant pour l'hypersensibilité, c'est le flou. J'ai voulu vraiment donner des points de repère et un mode d'emploi. Quand on a le mode d'emploi de son hypersensibilité, la vie devient extraordinaire. Alors, ça a beaucoup changé. Par exemple, au niveau médical, il y a quand même des grands médecins aujourd'hui qui arrivent très bien à montrer certaines maladies propres à l'hypersensible, comme le côlon irritable, voilà, par exemple. Beaucoup de douleurs qu'on ne comprenait pas sont vraiment des maladies de l'hypersensibilité. Et il y a quand même pas mal de travaux qui sont en train d'être faits sur les liens entre le microbiote et l'hypersensibilité. Au niveau scientifique et neurologique, alors là, maintenant, on comprend très bien l'hypersensibilité, parce que toutes les recherches actuelles montrent que, en réalité, un être humain ne peut pas penser et prendre une décision sans un lien entre les sens, les émotions et la pensée. Que nous avons vécu en Occident en coupant les trois. Nous avons vécu en pensant que l'esprit, la raison, c'est supérieur, que les émotions, c'est inférieur, et que les sensations, c'est encore inférieur. Or, on sait aujourd'hui que si vous n'avez aucune sensation, vous ne vivez pas une émotion. Si vous êtes, par exemple, en colère, et que vous n'avez aucune émotion corporelle, que vous ne sentez pas des vagues de chaleur, mais rien, ben vous ne sentez plus l'émotion. Donc, et on sait aujourd'hui que quelqu'un qui ne ressent aucune émotion ne peut pas prendre une décision intelligente. Donc, on sait que les trois sont liés. Et donc, on comprend beaucoup mieux que l'articulation. Donc, l'hypersensibilité est moins une énigme. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de recherches sur le cerveau. Alors, faisons assez simple, mais on a longtemps pensé que quand on est concentré, on est actif. Et donc, c'est ce qu'on appelle le réseau exécutif qui fait que vous êtes concentré sur une tâche, vous faites quelque chose. Là, par exemple, je vous parle, où les auditeurs écoutent et ils ne perçoivent pas d'autres choses en même temps. Ils arrivent à être concentrés. Eh ben, le cerveau de l'hypersensible, le filtre est un peu moins serré et donc en même temps, il va sentir des odeurs, avoir des sensations. Et donc, c'est ce que tu appelles la zone de filtrage, hein, c'est ça? Voilà, la zone de filtrage où le filtrage est un peu moins serré et donc il a besoin aussi du réseau par défaut. Et ça fait qu'à peine une quinzaine d'années qu'on s'est rendu compte, qui a remis en question beaucoup de choses que les neuroscientifiques croyaient, que quand le cerveau ne fait rien, il fait plein de choses. Il harmonise le cerveau gauche et le cerveau droit, il réussit à faire plein de choses. Prenons un exemple tout à fait concret. Enfin, un exemple connu. Disons, quand Newton essaye de réfléchir à sa loi, il est dans le cerveau, il est dans le système exécutif et il n'y arrive pas. Parce que quand vous êtes dans le système exécutif, vous êtes très concentré, vous êtes performant, mais c'est un peu ennuyeux et ça finit par être comme dans un couloir. Alors à un moment, il va se promener et c'est là, en se promenant, en arrêtant d'être dans ce mode-là, en essayant d'ouvrir sa sensorialité, au fond, en essayant d'entrer dans un mode hypersensible, qui voit la pomme tomber et qui découvre la gravitation universelle. Mais plein de scientifiques vous racontent ça. Que les grandes découvertes, mais dans notre vie, c'est pareil. Il y a un élargissement, vous êtes en train de il y a un élargissement, vos antennes fonctionnent à nouveau, et vous arrivez à mettre ensemble des choses qu'autrement vous n'auriez pas réussi à mettre ensemble, qui vous rend créatif et intelligent. Donc l'hypersensibilité, c'est juste, on comprend très bien le fonctionnement, et on comprend très bien à quel point c'est un atout formidable. Et après, des études... Voilà, après d'autres études montrent à quel point, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu besoin d'hypersensibles. Il y en a entre 20, 15, 20, 25, on ne sait pas trop. Mais il y a toujours eu un pourcentage de population qui est hypersensible, et on comprend très bien.
il y a aussi des études assez poussées qui montrent que même pendant la préhistoire, les hypersensibles, c'est ceux qui réussissaient en temps de guerre de voir les signaux que les autres ne voyaient pas, et les dangers que les autres ne voyaient pas, et en temps de paix, de voir que telle plante allait guérir telle maladie. Donc au fond, on comprend à la fois très bien que l'hypersensible, son fonctionnement est tout à fait normal, c'est nécessaire, et ça joue un rôle majeur dans la société des hommes depuis les temps les plus anciens. Oui, et j'aime bien quand tu dis l'hypersensibilité, c'est comme l'homosexualité, on ne peut pas en guérir parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus une anomalie ni une tare. En revanche, on peut vivre en harmonie avec elle, découvrir ses bénéfices et même avoir envie de la développer, car elle est une chance quand on sait l'aborder de manière intelligente. Et ça, c'est réconfortant, je trouve, de dire ça, vraiment. Et alors donc, du coup, c'est pas la peine d'aller voir un psychologue parce que vous êtes hypersensible, parce que j'ai beaucoup cette question-là. Mais vous n'êtes pas malade. Vous avez juste besoin de comprendre votre mode d'emploi. Et ça, c'est très important. Et au fond, la manière de faire la paix avec son hypersensibilité, ça passe pas par aller voir un thérapeute. Ça passe par se comprendre, retrouver une dimension du silence, de la nature, de la musique, de la culture, de l'amitié. Enfin, je crois que ça, c'est vraiment important de sortir de... Et on a beaucoup de mal, parce que on vit dans un monde où dès qu'on a une difficulté, on pense que c'est le régime psy qui doit nous aider. Mais voilà, non, pas du tout. Et au fond, vous avez un talent incroyable. Et puis juste, voilà, par exemple, moi, dans mon boulot, il y a eu un problème. Quelqu'un a fait vraiment un truc, je trouve, vraiment dur et violent. Et je me suis senti vraiment mal. Enfin, je me réveille au milieu de la nuit, je pensais à cette histoire et ça m'a troublé. Autrefois, je me serais dit, ah là là, vraiment, tu devrais pas, pourquoi tu prends les choses comme ça? Maintenant, je me dis, je suis juste hypersensible, je prends ça à cœur. Quelqu'un dans mon service a été humilié, ça me fait de la peine. Et puis voilà, j'accueille ça, et puis je me suis rendormi, et je trouve que au fond, ça participe de mon humanité. Oui, tu t'es pas fait de nœud au cerveau comme tu aurais pu faire avant, culpabilisant et tout ça. Là, tu reconnais tout de suite l'hypersensibilité en mouvement, et donc voilà, ça déjà, ça apaise. Voilà, puis je me dis au fond, c'est pas confortable, mais c'est magnifique. Alors, c'est comme mes histoires de pantalon. Au début, je me dis, mais vraiment, c'est insupportable que je change de pantalon. Là, ça m'est arrivé à nouveau, parce qu'il était tout troué. Donc, quand même, je me suis dit, bon, je m'en achète un neuf. Il me faut 5 jours pour m'habituer. Donc, au début, je me dis, oh là là, merde. Et après, je me dis, mais non, au fond, c'est très bien. Au fond, c'est vrai que ça change quelque chose. Je suis sensible à quelque chose. Pourquoi je n'irais pas l'explorer davantage? Donc, au fond, oui. Et là, c'est un de mes... Peut-être un des fils rouges de ma conviction, c'est ne nous protégeons pas de notre hypersensibilité, mais explorons-la. Vous voyez, c'est un peu l'idée que j'ai. Alors tu racontes ce passage qui est très émouvant avec ta tante, où tu expliques comment vous êtes réconciliés après qu'elle ait découvert elle-même sa propre hypersensibilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question familiale, il y a une dimension héréditaire transgénérationnelle? Il semble... Alors là aussi, on ne sait pas encore tout, mais il semble que pour un grand nombre de cas, c'est génétique. On arrive maintenant à repérer chez des bébés, chez des nourrissons, des signes d'hypersensibilité. Donc il semblerait que c'est génétique dans certains cas, mais pas toujours. Mais ça, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup dans pas mal de livres, on explique que l'hypersensible, c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance. Donc encore une fois, on médicalise le truc en faisant comme si c'était une anomalie, alors que pas du tout. Mais j'interroge un grand scientifique qui raconte qu'il a eu une opération très délicate de la moelle épinière et depuis, il est devenu hypersensible. Et des choses complètement surprenantes. Pour lui qui travaillait en physique, qui était ultra rationaliste, il découvre par exemple que il sent que sa femme va rentrer 10 minutes avant. Il prépare le thé, il prépare tout, elle arrive, le thé est prêt. Il ne comprend pas comment il sait. Il compare ça à l'hypersensibilité de certains animaux qui devinent que les gens arrivent avant qu'ils arrivent. Donc il dit, je ne comprends pas, mais je suis forcé de constater que ça m'est venu alors que je ne l'avais pas. Donc tout est possible dans l'existence. Et après, oui, je me suis réconcilié avec ma tante parce qu'elle était quelqu'un d'assez dur. Et à un moment, dans une crise importante, une
une dépression où elle a compris que le fond était son hypersensibilité qu'elle avait tout le temps rejeté. Bon, en plus, elle était d'une autre génération, et donc elle avait tout le temps essayé de se montrer le plus dur, d'être cassante pour assurer, bonjour les émotions se et protéger. la gestion des émotions. Voilà. Et donc, du coup, cette réconciliation avec son propre cœur, avec sa propre vie. Parce qu'au fond, c'est ça, les hypersensibles ont presque toujours essayé d'éviter de sentir ce qu'ils sentent. Parce qu'on leur a montré depuis l'enfance que c'était pas bien. Donc, comme ils ont beaucoup de cœur et qu'ils sont très gentils, ils ont dit, d'accord, c'est pas bien. Et à force de dire c'est pas bien, ils sont plus eux-mêmes. Et ils se coupent de la vie, coupés de leur force, et c'est très douloureux. Mais justement, j'aimerais bien qu'on parle de la relation avec les autres. Comment les personnes qui ne sont pas hypersensibles peuvent-elles ressentir cette modalité d'être pour mieux les comprendre, hein. Tu parles de quelque chose d'assez similaire au sentiment amoureux. Alors, oui, je montre que tout le monde vit des moments hypersensibles dans une existence. Donc, il y a des gens qui sont hypersensibles. Moi, je crois, je maintiens qu'il y a des gens qui vivent avec ça, qui ont cette différence. Mais après, il y a les états d'hypersensibilité. Vous en avez besoin, comme j'ai raconté avec Newton. Tout artiste, toute personne qui doit créer, doit se mettre à un moment, doit laisser tomber le système exécutif et cesser d'être dans une sorte de pleine conscience avec le cortex préfrontal. Et il a besoin de passer à un autre mode. Mais après, dans les états amoureux, dans les moments de rupture, dans les moments de deuil, tout le monde vit un état d'hypersensibilité. Tout le touche intensément, tout est là d'une manière extrêmement intense. Donc voilà, disons, tout le monde peut comprendre ce que c'est l'hypersensibilité. Mais après, je crois que s'il y a des auditrices et des auditeurs qui ne sont pas hypersensibles et qui nous écoutent, surtout ne écoutez jusqu'à la fin de l'émission, parce que toute personne a intérêt à comprendre ce que les hypersensibles ont à faire. C'est-à-dire, les hypersensibles, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Se réconcilier avec leur sensibilité, se réconcilier avec leurs émotions, se réconcilier avec la dimension d'empathie, être moins pris par l'obsession d'être comme des robots, essayer de favoriser l'harmonie dans le monde. Je dirais que tout le monde a besoin d'apprendre ça. Tout le monde a cette aspiration-là. Et je dirais juste, les hypersensibles, quand ils acceptent de jouer le jeu, de se couper de ça, ils se tuent eux-mêmes. Tandis que ceux qui ne sont pas hypersensibles, ils peuvent le faire. Mais au fond, ils sont malheureux aussi. Tout être humain qui est coupé de sa sensibilité, de ses émotions, de l'empathie, qui pense que les relations avec les autres sont que des jeux de pouvoir ou superficiels, manque quelque chose de fondamental de l'existence. Donc je crois que les hypersensibles ont beaucoup à apprendre à notre société et aux gens. Et qu'il en faut absolument partout pour qu'une société reste humaine. Que les hypersensibles sont ceux qui refusent l'inhumanité qui partout tend à s'imposer. Parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est pas le sujet là de ce livre, mais des choses dont j'ai beaucoup parlé dans mes précédents livres. Nous vivons une société qui est obsédée par le tableau XL. C'est-à-dire la mise en protocole, la mise en fiche, la robotisation de l'être humain. Et donc, l'hypersensible, viscéralement, il sent que c'est faux. Les autres, ils peuvent des fois être séduits par les sirènes qui confondent la raison et la rationalité aveugle. Et donc, je pense que les hypersensibles, partout, c'est ce que je montre aussi dans le livre, à l'hôpital, les infirmiers qui sont hypersensibles, les médecins qui sont hypersensibles, c'est fondamental. Dans une entreprise, les hypersensibles, partout. Dans une entreprise, les hypersensibles, ils se donnent tellement de tout leur cœur qu'ils trouvent des solutions là où les autres n'en trouvent pas, qui mettent du lien social. Donc c'est fondamental. Alors justement, dans le rôle de l'hypersensible dans notre société contemporaine, tu expliques en faisant référence à Roland Barthes et à Jules Michelet que l'une des caractéristiques des sorcières, des sorciers était cette hypersensibilité précisément, et que c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi on les a persécutés. Alors, après, dans le livre, il y a toute une enquête qui remonte jusqu'à Aristote, essayer de voir tous les visages de l'hypersensibilité. Et effectivement, les sorcières, qu'est-ce que c'est ? Elles ont un savoir ancestral, un savoir qui est vraiment hypersensible, c'est-à-dire elles sentent des choses. Intuitif, parfois. Elles sentent un lien avec la nature,
Comment ? Oui, intuitif, elles ont des antennes. Voilà. Elles ont des antennes intuitives, mais sensorielles, émotionnelles. Et au moment où... Parce que on est des fois surpris, mais on a surtout attaqué les sorcières, pas du tout au Moyen-Âge, mais à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est très étrange, parce que nous, on se dit Moyen-Âge, c'est un peu barbare, et c'est là... Et en fait, pas du tout. C'est au moment où il y a une forme de renouveau de l'intellectualité froide, calculante, qui s'impose, qu'on brûle les sorcières. C'est pas tout à fait la même chose, mais pour que tout le monde... quand on brûle Jeanne d'Arc, elle est brûlée par les docteurs de l'Université de Paris, pas par n'importe qui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire l'innocence, et on l'accuse d'être une sorcière. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment cette femme a la grâce, est en vie, est vivante. Et c'est vraiment l'horreur de la scolastique. Et là, il y a quelque chose, oui, d'une sorte de collusion entre le pouvoir, le patriarcat, et une forme de rationalité coupée de la vie. Et maintenant, on sait qu'une rationalité coupée des émotions et de la sensibilité n'est pas raisonnable. Moi, j'aime bien les gens qui disent « moi, je suis cartésien ». Mais j'ai dit « oui, mais à part que cartésien, maintenant, on sait qu'être cartésien, c'est pas être rationnel. » Puisque on peut pas penser en étant coupé des émotions. Donc, le rejet des sorcières, c'est le rejet de quelque chose de la féminité qu'on comprend pas, du pouvoir du féminin qu'on comprend pas, qui fait peur, parce qu'il sort des cases, d'une forme de sensibilité, et ce que Roland Barthes, qui est un très grand hypersensible, nomme l'art des nuances. Il faut que tout soit blanc et noir. Donc oui, je crois que c'est très intéressant de comprendre qu'il y a eu une forme... l'hypersensibilité fait peur parce qu'elle était en marche, parce qu'elle sait des choses qu'on ne sait pas comment elle le sait. Et donc voilà, il y a une ambivalence de toute société envers les hypersensibles. Parce que et donc à la Renaissance, voilà, il y a ce rejet. Il y a cette peur aussi du pouvoir que ça peut représenter potentiellement, de maîtriser quelque part cette intuition, d'avoir des antennes, d'être des précurseurs, d'être... Il y a tout ça qui va avec. C'est clair, et puis, oui, et puis la dimension humaine. On voit bien, mais combien de gens vivent ça dans leur société? Ils ne supportent pas l'injustice, ils ne supportent pas les décisions arbitraires, ce que j'appelle le règne du tableau XL. Et ils souffrent souvent. Souvent, on les a mis de côté, on les a ostracisés, mais après avec une sorte de duplicité, parce que l'entreprise, elle a besoin de s'inventer, sinon elle meurt, donc elle a besoin des hypersensibles, mais tout en les rejetant. Combien de gens qui sont hypersensibles font un boulot dingue, c'est eux qui inventent tout, et puis quand il y a une promotion, c'est pas eux qui l'ont, parce qu'ils... Voilà, donc c'est des choses... Même encore aujourd'hui, au niveau le plus concret, on voit toujours cette sorte de peur. C'est pas seulement la peur du pouvoir, c'est aussi la peur de l'humanité, la peur de la tendresse, la peur de l'affection. Moi, ma conviction, depuis toujours, c'est que notre société a peur de la tendresse et de l'amour. Elle voudrait... oui, ça lui fait peur. Alors qu'il y a une vraie utilité sociale des hypersensibles, si elle était reconnue, tu fais aussi référence à Darwin pour expliquer ça. Oui, je crois que... C'est vrai, disons, la théorie de l'évolution montre que les hypersensibles ont toujours eu un rôle essentiel à jouer dans une société. J'ai découvert, en travaillant pour le livre, qu'il y a un texte d'Aristote qui décrit tellement précisément l'hypersensibilité. Alors, il n'emploie pas ce terme, et il fait un parallèle avec l'alcool. Il dit certaines personnes, c'est comme s'ils étaient des fois intoxiqués, parce qu'ils ont une sorte de capacité de sentir, de voir, d'être émus. Et alors il dit, les grands philosophes, les grands hommes politiques et les grands scientifiques sont hypersensibles. Et il donne comme exemple, c'est quand même très, très, très frappant, Hercule, Socrate, Platon et Lysandre. Et alors c'est très étrange, parce que nous, vous voyez, on a quand même encore le biais cognitif de dire, bon d'accord, c'est les artistes, les hypersensibles. On aurait du mal à penser qu'un grand homme politique est hypersensible. Bon, faut dire, nous, aujourd'hui, nos hommes politiques sont plutôt hyposensibles. Et c'est bien le problème. Mais
Aristote a raison, les grands hommes politiques, c'est bien des gens qui ont senti des choses que les autres ne sentaient pas, qui avaient une capacité de percevoir ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles que les autres ne perçoivent pas. Et c'est intéressant que Hercule, parce que pour nous, Hercule, c'est la puissance et la force de voir qu'il est hypersensible, parce qu'il a la capacité, justement, d'empathie profonde. Et Socrate, Platon, c'est pas des gens auxquels on penserait. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire ce pas de côté. Marc Aurèle aussi. Marc Aurèle, vous voyez, des gens qui sont, qui parce qu'ils sentent plein de choses, sont obligés d'inventer des nouvelles pensées, sont obligés d'inventer des nouvelles formes de sagesse, parce que ce qu'on leur présente leur semble complètement faux. Alors, quel lien tu fais aussi entre l'hypersensibilité et la spiritualité ? Est-ce il peut avoir des dons particuliers, justement, puisqu'on parlait d'antennes, on parlait des sorcières, on parlait de guérisseurs, de guérisseuses, clairvoyants. On peut aussi se poser cette question par rapport aux traditions spirituelles qui ont parlé du troisième œil également. Tu évoques ça. Alors ça c'est très juste et très, très profond. L'hypersensibilité ouvre à la question spirituelle, puisqu'il sent des choses, il a confiance, disons, que l'invisible est porteur de sens. Donc ça, c'est indiscutable. Mais il y a un grand problème c'est que le discours spirituel habituel, et ça, je raconte ça en détail, surtout moi qui enseigne la méditation, empêche de comprendre le sens égare, parce qu'il y a tout un discours spirituel qui est très dangereux pour un hypersensible, tout un discours méditatif qui est très dangereux pour un hypersensible. Par exemple, l'idée, c'est ton ego. Ah, t'as trop d'émotions, c'est ton ego. Quand je me suis réveillé, parce que j'étais trop ému au milieu de la nuit, il y a tout un discours spirituel qui aurait dit, c'est parce que je ne suis pas encore dans le détachement que je sens ça. Donc il y a tout un discours spirituel et tout un discours sur la méditation qui est extrêmement néfaste pour un hypersensible, qui le culpabilise en lui faisant, au lieu de reconnaître que le fait qu'il soit bouleversé, ému, participe de son humanité, lui fait croire que c'est un manque. Moi, je crois que le Christ, par exemple, était hypersensible, ou le Bouddha était hypersensible, c'est absolument évident. Le Christ, il est hypersensible. Il est sensible à la détresse et à la souffrance de gens que personne ne regarde. C'est cette notion d'être hyper vivant dont tu parles aussi. Voilà. Mais moi, je peux témoigner que la méditation, à un moment... Moi, j'ai reçu une transmission de la méditation par des maîtres extraordinaires quand j'avais 20 ans. Ça a été vraiment formidable. Et puis, malheureusement, ils sont décédés. Et puis... à un moment, j'entendais parler de la méditation comme elle est présentée aujourd'hui, comme une sorte de technique de gestion du stress pour être plus calme. Et j'ai essayé ça, tout ce qu'on raconte. Ça a été un désastre. Ça a été peut-être un des moments les pires de ma vie, quand j'ai essayé de pratiquer en pleine conscience. Mais c'est juste absolument... ça a été un des moments les pires. Un hypersensible, il est déjà en pleine conscience, donc vous lui dites d'être encore en plus en pleine conscience. Il n'y arrive pas. Tous les hypersensibles, ils n'ont jamais réussi à faire cette pratique dans laquelle il faudrait être calme, il faudrait regarder ses pensées passer comme des nuages dans le ciel. Tout ça est complètement coupé de l'affectivité, de l'émotion, de la sensibilité. Donc il faut inventer Moi, les méditations que j'enseigne sont des méditations où il ne s'agit pas d'être calme, de faire le vide dans sa tête, de ne rien ressentir, de rejeter les émotions négatives, mais il s'agit d'apprendre à se synchroniser avec ce qu'on vit, à le reconnaître, à l'accepter, à l'aérer, à le comprendre. Et là, ça change tout. Et donc la spiritualité, c'est pareil. Si c'est une spiritualité dans laquelle vous devez tuer votre ego, être dans le détachement, c'est la catastrophe. Et si au contraire, c'est une spiritualité qui vous ouvre, qui ouvre votre cœur, qui comprend à quel point on est reliés les uns aux autres, qui vous parle de cette harmonie dont nous avons le besoin le plus profond, de ce sentiment d'exil que nous pouvons ressentir, d'être coupé d'une plénitude et de sentir ce désir ardent pour la plénitude. Là, voilà, ça c'est une spiritualité qui peut aider l'hypersensible. Donc là, il faut faire très attention. Dans beaucoup de centres religieux, les hypersensibles ont souffert, mais énormément.
le message qu'ils ont eu, c'est qu'il faut qu'ils se coupent de ce qu'ils sont pour entrer dans les clous. Ça, c'est presque violent, en fait. Pour eux, en t'entendant, on a le sentiment que les hypersensibles, il y a une part d'eux qui vient d'ailleurs, comme si elle était restée sur un autre plan invisible et qui avait à la fois une forme de, peut-être un petit défaut d'incarnation, mais qui n'en est pas un, mais une sorte de mini-bug, mais en même temps qui est extraordinaire parce qu'il lui permet d'être entre ciel et terre, tu vois. J'entends quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais on pourrait dire aussi à l'inverse, et c'est les seuls qui s'incarnent, parce que les gens, ils s'incarnent pas. On fait croire aux hypersensibles qu'ils sont pas incarnés, mais en fait, c'est l'inverse. C'est les gens qui sont... C'est l'inverse. Pour reprendre ce discours, soyez calme, soyez zen, soyez dans le détachement, soyez plus performant. Ça, c'est un discours de gens qui sont pas incarnés. Là, mais ta question, elle est très, très importante et très profonde. On fait croire que l'incarnation, c'est d'être efficace aveuglement dans le monde. Non, l'incarnation, c'est entrer dans la dimension de notre existence réelle telle qu'elle est. Et ça implique de garder le lien avec, justement, d'autres plans. Et ça, c'est absolument... moi, ce que je raconte, je crois pas que je raconte ça dans ce livre-là, mais je raconte souvent le mythe du monde mort. Depuis qu'on est entré à l'école, on nous raconte un mythe. On dit qu'on n'aime pas les mythes, que nous, on est dans la rationalité. Mais depuis l'enfance, on nous raconte un mythe, une sorte de religion, que le monde est mort. Et on nous inculque ça depuis l'enfance. Moi, j'étais en classe de 4e, cours sciences de la vie et de la terre. On nous donne des souris pour faire de la dissection. Mais qu'est-ce qu'on raconte ? Vous avez bien entendu. Pour étudier la vie, on nous apprend à tuer des souris. Non, mais y a un truc là. Qu'est-ce que c'est ? On nous apprend que le monde est mort, que le fleuve est une réserve d'énergie, que les arbres, on peut les couper, les remplacer, c'est juste une production de CO2, que les animaux sont une réserve de calories, que les êtres... Et donc, c'est ça, ce monde-là. On ne peut pas vivre dans ce monde-là. Mais ce monde-là, c'est pas le vrai monde. C'est un monde qu'ils ont inventé. Ça ne correspond pas à la réalité. Le vrai monde, c'est un monde dans lequel on est en lien. Dans le monde où on n'est pas coupé. On n'est pas coupé de la nature, on n'est pas coupé des animaux, on n'est pas coupé de nos émotions. Donc on nous a raconté n'importe quoi. On nous racontait que nos émotions... On raconte sur les émotions, mais là je pense que c'est le pompon. On raconte qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Partout on vous raconte ça. Tous les thérapeutes vous racontent ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Il y a des émotions douloureuses et il y a des émotions agréables, mais il y a des colères qui sont vraies. Pourquoi ça serait négatif ? Il y a des chagrins qui sont vrais, puis il y a des joies qui sont complètement fausses. Il y a des gens qui vous sourient tout le temps, mais c'est pas du tout sincère. Donc ça veut rien dire. On dit qu'il y a 6 émotions principales, mais qu'est-ce que ça veut dire ça comme connerie ? C'est insensé. Parce que vous écoutez un morceau de musique, où il y a de la joie, où il y a la tristesse, comment vous les distinguez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressentez bien quelque chose de très profond. Vous parlez avec un ami ou avec quelqu'un que vous aimez bien. Vous sentez quelque chose de très profond. Et il faut que vous disiez, ça rentre dans telle case, ça rentre dans 6 émotions principales. On raconte n'importe quoi. Donc après, on a perdu confiance dans ce qu'on sent. C'est cet endoctrinement qui fait qu'on se sent anormal. Mais c'est pas anormal d'être hypersensible. On a un rapport à la vérité qui est très profond. Et puis, tu le rappelles, nous avons oublié que nous sommes aussi des êtres naturels qui font partie de la nature, qui ne sont pas seulement en face d'elle, différents d'elle. C'est clair. Donc, voilà, ça, c'est tout à fait le mythe que la nature, il faudrait s'en occuper comme si elle était... C'est pour ça que j'aime pas le mot écologie. Comme il faudrait avoir une logistique de l'éco de la Terre pour mieux la gérer. Je pense que c'est pas... La nature, c'est nous. Je suis un être... La nature, c'est moi, c'est vous. On est des êtres naturels. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que notre hypersensibilité, parce que c'est très beau les questions que tu poses, parce qu'on voit bien à quel point on a tellement de tous les côtés le sentiment d'être en faute, de sentir des choses qui pourtant sont vraies. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et tu fais aussi référence à un certain nombre d'animaux dans ton livre pour illustrer les facettes de la personnalité des hypersensibles. Tu parles du pingouin, homard, hirondelle, et tu parles aussi de l'araignée. Et tu dis on a besoin de l'héroïsme des hypersensibles parce qu'ils disposent du sens de l'araignée. Ils ressentent vraiment
dans chaque fibre de leur corps que quelque chose ne va pas. Oui, mais l'araignée, j'en parle surtout parce que j'essaie de montrer que Spider-Man est hypersensible. Je me suis un peu amusé là, mais j'essaie de montrer que Spider-Man, c'est une très belle métaphore de l'hypersensibilité. Parce que, et j'aime bien donner cet exemple parce que encore ça va à l'encontre de l'idée que l'hypersensible est une pauvre petite chose. Fragile dans son coin. Ouais. Voilà, Spider-Man, au début, il sent à l'école un peu différent des autres. Il n'est pas très baraqué, donc il ne peut pas jouer au football américain. Il est un peu timide, il ressent beaucoup les choses. Il est orphelin, il vit avec sa tante, et donc il a un don, alors qui est symbolisé par le fait qu'il est piqué par l'araignée. Mais c'est une très belle métaphore de dire qu'il a un don. Et au début, il se sent gêné de son don. Il ne sait pas quoi en faire. Il le rejette. Et puis son oncle est tué, et il pense qu'il aurait pu éviter cet assassinat s'il avait agi. Et il comprend qu'un don important est une responsabilité importante. Voilà, qui est une chose... qui est une des choses les plus connues de Spider-Man. Et à ce moment-là, il rentre, il assume son hypersensibilité. Mais c'est ça, l'araignée. Il sent des choses que les gens ne sentent pas. Et je n'avais pas du tout pensé à ça. Tu as raison. Ce n'est pas par hasard que c'est un animal. C'est-à-dire quelque chose qui nous met en rapport à une profondeur hors de la conscience ordinaire. Et je crois que l'hypersensible est quelqu'un... qui ne peut pas être enfermé dans la conscience ordinaire. Donc voilà, je trouvais que c'était éclairant, voilà, comme métaphore pour... j'en donne plein d'autres. Oui. Hein. Je parle de la princesse au petit pois, je parle de Jacob dans la Bible, je parle de Lucky Luke. Enfin, j'essaie de donner plein d'images et de métaphores qui permettent de comprendre l'hypersensibilité, de la vivre, de l'incarner. Parce que, voilà, là, j'ai beaucoup parlé que c'était une enquête, donc ça va aider vraiment les lecteurs à comprendre l'hypersensibilité. Mais... j'ai aussi essayé de décrire de telle manière qu'en le lisant, ça nous touche. Enfin, c'est un livre d'hypersensibles pour des hypersensibles. Donc, du coup, je l'écris aussi comme un hypersensible. Est-ce que les hypersensibles pourraient avoir un animal totem de référence qui ne serait pas le zèbre, tiens, justement? Lequel serait-il pour toi? Ah non, moi, je pense qu'il faut... Bon, moi, j'aime pas l'histoire de zèbre, comme j'ai dit. Oui, tu l'as dit. Mais je pense qu'il faut que chacun découvre. Moi, je suis contre les trucs normés. Je crois que quel serait le tien, alors Tiens. Alors, ça a changé. Quand j'ai fait Foutez-vous la paix, j'ai beaucoup pensé à la coccinelle. Et quand j'ai fait... à un moment, c'était beaucoup le renard. Peut-être encore c'est le renard qui me touche particulièrement. Intéressant. Parce qu'il essaye de penser, parce que quand on est hypersensible, on a l'impression qu'on est handicapé socialement. Et j'essaie de montrer comment il faut apprendre les règles du jeu social, pas pour s'y perdre, pas dans l'hypocrisie que j'ai dénoncée, mais quand même pour savoir communiquer ce qu'on est. Et le renard, qui est un peu le symbole de la ruse en Occident, et de l'humour, et d'une forme de sagesse qui ne se prend pas au sérieux, me travaille, disons. C'est quelque chose qui me travaille, que je trouve intéressant. Il est celui qui accepte la métamorphose. Ça tombe bien pour cette émission. Chez les Grecs, c'est le symbole de la métamorphose. Je crois que le souci de sincérité de l'hypersensible ne doit pas le faire renoncer à apprendre à se débrouiller. Et il a le don d'être très sensible, et donc il peut apprendre. Voilà, et je crois que ça, c'est important. Donc voilà, peut-être c'est un animal qui mais il faut que chacun fasse ce travail. C'est très important de savoir ça. C'est très important c'est initiatique d'habiter son hypersensibilité. Oui, et je crois que tu as raison, c'est initiatique, et ça nous permet... Bon, tu connais ça encore mieux que moi, mais je crois qu'il faut trouver des images et des manières d'habiter son hypersensibilité. Je crois qu'un hypersensible, il faut surtout qu'il essaye d'explorer son hypersensibilité. Et il y a plein de manières différentes de le faire, mais les images, trouver les images qui nous parlent, c'est très aidant. Bien sûr.
comment on approche de la fin de ce podcast, Fabrice, comment dans cette période intense qu'on vit actuellement avec le Covid, comment s'adaptent les hypersensibles et quels pourraient être un peu leurs ingrédients nécessaires au bien-être? Alors, on revient là-dessus, c'est à chacun aussi de trouver évidemment ce qui lui convient, puisque c'est assez polymorphe dans les manières de s'exprimer, mais quand même, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pètent un plomb en ce moment, disons-le clairement. Moi, j'ai des amis psychiatres qui me disent que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, les hôpitaux, là, même en psychiatrie, ce serait presque la 3e ou la 4e vague qui serait vraiment cette vague des problèmes psychiatriques. Et on le sait maintenant. Il y a un grand problème aujourd'hui. C'est que le message qu'on a, c'est soyez performants, soyez positifs. Et si vous allez mal, il faut que vous consultiez. Et pendant ce temps-là, on considère que la culture est inessentielle. Mais là, on marche sur la tête. Parce que depuis les temps les plus anciens, ce qui a aidé les gens à surmonter la peur, l'angoisse, les difficultés, les crises, c'est la pensée, c'est la culture, c'est la possibilité de se questionner, de grandir. De beau, mais de grandir, de se transformer. Parce que maintenant, le mot culture, il ne veut plus rien dire. Mais parce que maintenant, dès qu'on parle de culture, on parle de chiffres et de combien ça rapporte. Mais la culture, c'est-à-dire ce qui fait grandir, ce qui élève l'homme, ce qui est la même chose que l'éducation. Il n'y a pas de séparation entre la culture et l'éducation. On est dans un monde où on est en train de se taper la tête contre les murs. J'ai fait un débat il y a quelques jours sur la crise sociale, il n'y avait que des psys et moi. Donc le seul discours, c'est si vous allez mal consulter, mais il y a plein de gens qui c'est pas parce que vous consultez que vous allez forcément aller bien. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et on ne dit pas aux gens des choses fondamentales. Comment on se relie à la peur? Comment on se relie à nos émotions? On a l'impression qu'il n'y a que les psys qui savent ça. Mais tous les livres de philosophie, tous les romans, tout le monde parle de ça. C'est comme on gomme, on efface, on ferme, on interdit toute une forme de savoir, comme ce que tu fais avec ton podcast. C'est pas une consultation psychologique, mais les gens qui écoutent les entretiens que tu réalises peuvent trouver de la ressource, voir les choses autrement. On oublie ça. Évidemment que les gens vont mal. On oublie ce que les hypersensibles savent, qu'il faut apprendre à explorer ce qu'on sent. On nous apprend à ne pas sentir ce que l'on sent. On est bombardé de cette idée qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, des émotions négatives. Mais comment vous voulez que les gens ne pètent pas un plomb quand on leur dit « il faut apprendre à gérer ces émotions négatives » Moi, je vous dis, vous expliquez à une génération de gens « gérez vos émotions négatives, soyez zen et essayez de vous détendre », vous en faites des malades graves. C'est une attaque à l'humanité, mais absolue. Ça semble paradoxal, parce que ça a l'air de bons sentiments de gérer ces émotions négatives, mais ça vous empêche de sentir ce que vous sentez. Combien de fois, quand on est hypersensible, on le sait très bien, combien de fois quand vous avez un chagrin, d'accepter votre chagrin, de pleurer, vous fait un bien fou, vous vous sentez vivant, vous sentez vous régénérer même dans ces larmes, et après vous allez mieux. Mais comment c'est possible qu'on oublie ce savoir tellement profond? Et je parle de culture, je ne voudrais pas faire un truc savant, parce que ma grand-mère, qui a vécu des épreuves, moi je dis aussi souvent, demandez aux anciens comment ils ont fait pour surmonter les crises. Moi, quand je parle à des amis qui sont très âgés, j'ai quelques amis qui ont plus de 90 ans, ils ont une sagesse naturelle, parce qu'ils ont vécu la guerre, parce qu'ils ont vécu des drames, et ils ont une forme de sagesse. Pourquoi donc, je crois que l'hypersensible a un don pour faire face à la situation. Ça, il y a un deuxième point dont je vais parler après, mais ce qui est le fait qu'il sente, qu'il éprouve, et qu'il faut qu'il éprouve ça, qu'il rentre dedans, qu'il rentre dans sa peur, dans son chagrin. Il sait faire, et après il peut être aidé. Voilà, moi, les gens peuvent trouver sur mon site, je fais des méditations pour aider les gens, ils peuvent se marcher dans la nature, ils peuvent écouter de la musique, enfin, tout ce qui permet de se mettre à l'unisson de l'émotion plutôt que de la rejeter ou de la contrôler. Parce que voilà, j'ai essayé d'expliquer ça avec les neurosciences. Un hypersensible qui veut contrôler ses émotions, il n'y arrivera jamais et il se tire une balle dans le pied. Donc il ne s'agit pas de contrôler. On ne peut pas contrôler ses émotions. Mais on peut se mettre au diapason d'elles.
on peut les raisonner comme il faut avec elles, voyez. Et notre monde, il doit apprendre ça. Les gens, ils vont pas survivre à la crise si on continue le discours que nous avons, qui est un discours mais qui manque de bon sens. Et la deuxième chose, c'est que les hypersensibles, s'ils acceptent d'être un moment perdu, inquiet, ils ont tout ce qu'il y a en eux pour trouver des chemins nouveaux. C'est les hypersensibles qui vont réussir à trouver. C'est des hypersensibles qui ont inventé le vaccin. Là, c'est hyper intéressant. J'ai vu le portrait de la femme qui a joué un rôle majeur, j'ai oublié son nom, sur la découverte de ce qui permet la découverte du vaccin actuel. On voit bien que c'est quelqu'un qui était complètement hypersensible, qui était rejeté de toutes parts parce qu'elle avait des intuitions sur d'autres manières de guérir depuis 30 ans. Elle avait le sentiment. Donc, c'est les hypersensibles qui vont inventer le monde de demain. C'est les hypersensibles qui vont dire non à la destruction de la Terre, qui vont sentir du fond d'eux que c'est pas possible. Donc, les hypersensibles, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste comprendre le mode d'emploi de votre don. C'est sûr que quand on n'a pas le mode d'emploi, on souffre tellement. Mais quand on a le mode d'emploi, la vie change profondément. Donc, je dirais que c'est les deux choses. Entrer en rapport à ce qu'on vit et faire confiance que dans l'incertitude, nos antennes vont fonctionner et vont nous permettre de trouver des voies auxquelles personne d'autre n'a pensé. C'est exactement ça, c'est vraiment trouver cet ordre dans le chaos, qui est un talent en fait de l'hypersensible aussi. Ouais. Merci beaucoup. Mais voilà, je peux juste donner un exemple. Ton émission, c'est ça. Tu inventes un truc qui est hors tout cadre, et puis ça devient un podcast extrêmement écouté, ça devient un rendez-vous pour plein de gens, et tu as inventé un truc hors de tous les sentiers battus. Tu as cessé de dire, pourquoi les médias ne parlent pas des sujets que je trouve importants, je vais le faire, et puis voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose que peuvent faire les hypersensibles. Et ça me touche parce que l'hypersensible a aussi besoin qu'on reconnaisse son hypersensibilité, donc c'est fondamental. Ça me touche doublement. Merci beaucoup, Fabrice Midal. Vous pouvez évidemment retrouver le nouveau livre de Fabrice qui va vous donner toutes ces clés ô combien. Dans ce livre, Suis-je hypersensible, aux éditions Flammarion. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'hypersensibilité, vous y trouverez des grilles de lecture intéressantes. Et pour tous les hypersensibles qui, je le sais, avaient déjà lu, vu, écouté beaucoup de choses sur le sujet, vous y trouverez une approche historique, philosophique, anthropologique très documentée. Et bien sûr, avec toutes ces métaphores qui sont propres à Fabrice et qui font du bien. Vous pouvez le retrouver sur son site internet, fabricemidal.com, avec, comme il disait tout à l'heure, des méditations pour vivre le pouvoir de l'hypersensibilité. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.